Et on va pouvoir maintenant commencer avec notre premier sujet, les gars. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié en Coupe de France face à une nationale, face à Châteauroux-la-Berrichonne, mais en grande difficulté. Mais est-ce que pour vous, le Paris Saint-Germain, on a vu les rumeurs qui commencent à s'intensifier et qu'il y aurait un accord verbal entre Paris et Messi. Est-ce que Paris doit prolonger Lionel Messi? Prolonger Lionel Messi, je pense que pour moi, je pense que ça peut être une bonne chose dans le sens où on voit que depuis le début de la saison, il s'est clairement montré impliqué. Personnellement, je vois qu'il a quand même, par rapport à la saison dernière où il fallait qu'il ait là à s'intégrer à une nouvelle équipe, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Là, tu sens que cette saison-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Bon, après, je pense que la préparation pour la Coupe du Monde en est pour quelque chose. Maintenant qu'il l'a gagné, tu te dis, bon, est-ce qu'il va il va lâcher un peu du lest, est-ce qu'il va jouer un peu plus en mode ralenti, ou est-ce qu'il va faire autre chose? C'est peut-être certes aussi, mais de ce qu'il a fait en ce début de saison avec le Paris Saint-Germain, pour moi, ça me semble peut-être normal qu'il prolonge parce que faut pas oublier que comme Messi l'avait dit, il avait dit qu'il veut continuer en tant que champion avec l'Argentine et notamment pour les compétitions d'après, que ça la Copa América en 2024 et éventuellement la Coupe du Monde en 2026 aux États-Unis. Donc forcément, il faut que tu sois dans une équipe qui soit compétitive et qui te permettre en fait d'avoir ce rythme nécessaire pour pouvoir jouer ces compétitions-là. Donc franchement, pour moi, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui peut faire parce que me faites pas croire qu'il va revenir au Barça, c'est pas possible. À part vraiment si le Barça est ça actuellement et que vraiment ils veulent tout faire pour travailler pour un retour pendant un an. S'il apporte Mais à part, oui. sinon, en temps normal, moi, je pense que c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, tant qu'il peut encore apporter sur le terrain. Je rappelle qu'on parle beaucoup de son âge, mais il y a un certain Luka Modric à 37 ans qui continue de prouver avec le Real Madrid. Et le Real veut probablement lui faire finir sa carrière dans le club. Donc, si le Real peut le faire avec Luka Modric, et que si Messi est encore dans la force de l'âge et qu'il peut continuer à performer avec le Paris Saint-Germain, pourquoi s'en priver? Toi, Imran, qu'est-ce que tu ferais par rapport à Lionel Messi? Est-ce que tu le prolongerais? On entend des rumeurs de 1+1. Est-ce qu'il faudrait le prolonger quand on sait qu'avec le Paris Saint-Germain, on défend plus à 7 ou à 8 avec Messi et Mbappé qui ne défendent pas? Est-ce que c'est une bonne idée de le prolonger? Je reste assez perplexe. La formule proposée me semble la plus intéressante, mais une prolongation de Messi dans un cadre général me laisse perplexe parce que Messi, on sait qu'il est très sensible aux événements. Dès qu'un événement ne va pas pencher en sa faveur, il va s'en foutre complètement du jeu, il va s'en foutre du match, il va s'en foutre de la saison. On l'a vu l'année dernière, dès qu'il a commencé à ne pas s'adapter, à ne pas trouver ses mécanismes de jeu, il s'en est complètement foutu et on a vu sa saison, c'était catastrophique. Là, cette année, ça allait un peu mieux parce qu'il y avait la Coupe du Monde, il y avait une préparation aussi, il y avait aussi un peu d'orgueil. Messi, il a beaucoup d'orgueil, donc forcément, ça a penché en sa faveur et ça a penché en faveur d'une saison un peu meilleure. Mais une prolongation, alors qu'il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine et qu'il a ce sentiment d'avoir peut-être fini le football, ça risque ça risque de faire pas bon ménage. Et encore une fois, tu l'as dit, le PSG des fois un 7, des fois un 8. En Ligue des Champions, c'est pas possible. Et encore une fois, on a vu que quand le PSG se mettait à défendre à 7, à 8, c'était compliqué. Et là, sur ce début d'année 2023, même une équipe comme Lens, qui n'a pas le quart de l'armada offensive du Bayern Munich, est capable de leur faire du mal. Donc, prolonger Messi et encore une fois continuer à défendre avec ce 7+1, 7+3, ce serait compliqué. Chers auditeurs, chers auditrices, si vous avez un avis par rapport à la prolongation ou non de Lionel Messi, n'hésitez pas à appeler. Le numéro va s'afficher juste dans un instant. Par rapport, si on prolongeait Messi, si ça devait arriver, comment on devrait construire l'effectif? On a un Galtier qui alterne entre ce 4-4 de losange, ce 3-5-2, pourquoi pas même un troisième système qui devrait arriver à l'approche du match face au Bayern. Est-ce qu'on devrait... qu'est-ce qui serait la solution en cas de prolongation de Messi en conservant Neymar et en conservant Mbappé? Comment on pourrait construire l'effectif? Bah, tu fais jouer les trois comme tu fais d'habitude, mais alors dans un 3-5-2, voire même un espèce de 4-2-3 en fonction de comment tu peux placer. Mais moi, je pense que le truc avec Messi, c'est que t'as quand même pas mal de formations qui peuvent s'offrir à lui. Et on voit clairement que Messi, il veut jouer clairement dans l'as, parce que bon, on va pas rappeler les fois il a joué en tant que ailier avec Pochettino la saison dernière non plus. Donc bon, mais moi je pense que pour moi, il joue dans un système en mode milieu offensif vraiment numéro 10 et que t'as genre Neymar et Mbappé qui jouent en attaque tout simplement. Toi, t'en penses quoi, Imran? Comment on devrait construire l'effectif, sachant qu'on est en plein mercato hivernal, le Paris Saint-Germain étant besoin de recruter en défense, notamment avec les rumeurs incessantes qu'on a eues avec Milan Skriniar cet été. Comment on devrait construire l'effectif? Est-ce qu'on devrait rester sur ce 4-4 de losange, repartir sur le 3-5-2 ou
le fameux nouveau système de Galtier, comme a dit peut-être Erwin, à 4-2-3-1. Repartir sur cette défense à 3 en sacrifiant peut-être le milieu de terrain, dans le sens où tu n'auras que 2 joueurs, tu auras une densité qui sera assez faible sans ballon, mais en intégrant Messi à ce milieu de terrain quand tu as le ballon, pour le faire descendre et pour le laisser la liberté d'être dans l'axe. Ensuite, pour moi, ce qui sera important avec Messi, c'est de rester le plus haut possible, de lui faire le moins de kilomètres possible, de lui permettre de moins décrocher possible. Donc, avoir une équipe qui presse. Et donc, tu as parlé de Milan Skriniar, ce serait excellent dans le sens où Milan Skriniar est capable de suivre le pressing et est capable de se muer en deuxième, troisième rideau. Avec Marquinhos qui semble plus être dans ce profil-là que dans le profil anticipateur et un Kimpembe qui va pouvoir revenir et qui est dans ce profil-là de défendre en avançant, ça te fera une équipe qui défend très haut. Et la clé pour moi du PSG pour garder Messi, c'est avant tout de savoir défendre très haut pour faire en sorte que Messi fasse le moins de kilomètres possible et à moins décrocher possible. Parce qu'on va prendre le cas où le PSG est obligé de sortir très bas, de récupérer le ballon très bas et de ressortir très bas pour chercher ses attaquants. Lionel Messi sera au bout d'un moment obligé de décrocher parce que Verratti sera esselé et parce que Vitinha n'a pas encore cette prise d'initiative, ou en tout cas ne l'a plus par rapport à son début de saison. Donc ça forcera Messi à aller chercher les ballons encore plus bas et donc à devoir faire encore plus de kilomètres vers le but. Et l'année dernière, j'ai eu une séquence contre le Real Madrid où Messi était allé chercher un ballon très bas. C'était au moment où le Real Madrid menait 3-1. Messi est allé chercher un ballon très bas et il ne pouvait plus faire les kilomètres et même un joueur comme Luka Modric, qui a 37 ans, l'a rattrapé. Donc pour moi, l'enjeu, il sera là. Et quand le ballon sera pour le PSG et Messi sera très haut et aura la liberté de faire son choix, je préférais plus avoir 2 attaquants qui tournent autour et avoir des attaquants qui prennent la profondeur, qui exploitent les espaces. Peut-être avec un pivot comme l'a réclamé Mbappé pour que Messi puisse s'appuyer sur lui, solliciter le 1-2, ou avoir un attaquant comme Mbappé qui est rapide et qui est capable de faire des bons appels pour faire grimper le total du nombre d'assists de Lionel Messi. Tu prolonges Messi, donc quid de Neymar ou on le conserve encore? Si tu décides de prendre un attaquant, un pivot, on l'a vu avec Mbappé, il avait peut-être pas tort. Après, j'aurais te dire que Neymar a son contrat jusqu'en 2027. C'est ça. Et le truc, c'est que tu peux dire ce que tu veux, mais quel club aujourd'hui voudrait prendre Neymmar? Aujourd'hui, franchement, qui voudrait prendre son salaire? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, le problème, c'est que je crois qu'il y a une activation automatique, c'est que quand Neymar doit faire une saison de plus, je crois que son contrat est activé jusqu'en 2027, un truc comme ça. Enfin bref, apparemment c'est confirmé. Mais tu t'as envie de te dire, mais le truc de Neymar, alors début de saison, ok, il est très bon, il faut pas se mentir. Mais le problème, c'est qu'après, si tu veux le faire partir, tu veux le faire partir où? Parce qu'en vrai, je ne vois pas de club européen qui serait sur lui, à part aller en Espagne, parce qu'en Italie, ça lui plairait absolument pas. En Angleterre, il va se faire bouffer, mais comme jamais. En Bundesliga. C'est mal connaître notre ami Todd Boehly qui a prouvé qu'il était capable de faire certaines folies en mettant plus d'un quart du budget de transfert sur Fernandez. Rumeurs qui ont été confirmées comme fausses, mais on ne sait jamais. Mais actuellement, tu mettrais combien sur Neymar? Actuellement, Neymar, Todd Boehly serait capable de faire une folie et serait capable, selon les articles et selon son angle d'attaque dans le mercato, peut-être à 80, 100 millions d'euros. En tout cas, une offre que le PSG ne pourrait pas se permettre de refuser parce qu'on sait que Neymar, ça va être un point mort. Mais justement, là, Neymar, la donne est différente. En 2019, quand le PSG refuse les offres du Barça, Neymar est encore capable de donner quelque chose. Là, aujourd'hui, Neymar est plus vieux. Neymar a un contrat jusqu'en 2027 et donc il va commencer à palper un énorme salaire. Et en plus, il y a une inconnue. La saison de Neymar, quid de sa cheville? On sait que la cheville de Neymar, c'est une donnée absolument importante pour qu'il puisse avoir la liberté dans le jeu, pour qu'il puisse être bon sur ses appuis, pour qu'il puisse savoir dribbler et faire ces changements de direction qui sont déstabilisants. Et ce Neymar-là, avec une cheville en bois et... justement, quand tu le remarques, Neymar, il est moins dans les dribbles qu'auparavant. En fait, il est plus dans le côté vraiment à chercher de l'efficacité d'abord devant le but, avant de chercher justement le dribble. On se rappelle qu'il y a eu des matchs où des fois Neymar nous énervait parce que il gardait le ballon 35 secondes, 40 secondes, voire même jusqu'à 1 minute avant de faire la passe. Alors que là, maintenant, je pense qu'il est plus dans le côté, je vais tenter de faire la passe décisive quand il faut au bon moment, de tenter le tir de marquer au bon moment. Donc là, c'est peut-être la différence par rapport au Neymar qu'on a eu lors des jeunes années au Paris Saint-Germain. Maintenant, encore une fois, comme je t'ai posé la question, quel club aujourd'hui voudrait se positionner sur Neymar? Dans un mercato censé, personne. Mais là, du coup, par rapport à Messi, ce serait quoi? 1+1 pour vous? 2 ou une seule année?
1+1 pour moi. Plus un pour moi aussi. Vous pensez qu'il faut vraiment le prolonger et pas le laisser partir, finir par exemple au Noël Old Boys et repartir sur une nouvelle Après, reconstruction d'effectifs? ça nous dire ça, mais après, il faut dire que apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que Messi se sent Oui, beaucoup très plus heureux. intégré à Paris. Il aime vraiment la ville, il aime vraiment la culture, etc. Sa femme et ses enfants sont très bien épanouis. Et tu sais très bien que ce genre Paramètres. de paramètres, ça prend en compte en fait dans le train de vie d'un footballeur et notamment d'un sportif. Donc forcément, s'ils se sentent vraiment à l'aise et qu'ils ont envie de continuer là-bas, bah après pour moi il faudrait pas faire l'erreur. Moi quand j'avais dit de prolongation, je pense pas qu'il faut pas faire jusqu'à 2 ans ou 3 ans, mais si tu peux faire aller 1 an supplémentaire pour qu'il reste encore en forme, sachant qu'en plus en 2024 Et la t'as la Copa. Copa América, Exactement. donc du coup t'as encore ta préparation que tu peux gérer tranquillement à ce moment-là. Pour avoir un Messi et Neymar encore au niveau. Ce serait pas improbable, hein. Mais du coup, maintenant, on va pouvoir un petit peu dévier sur ce sujet-là. Cette saison, on a eu les premiers matchs qui étaient très intéressants. Voilà, ça s'est enflammé sur Twitter comme d'habitude. Maintenant, on a vu ce qui est en train de se passer. Galtier est en train peut-être de nous faire du Pochettino bis. On a vu hier face à Châteauroux la Berrichonne une prestation malgré la victoire très 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 inquiétante face à une nationale qui est censée jouer le maintien dans cette division-là. Qu'est-ce qu'on peut penser du Paris Saint-Germain aujourd'hui et de ce que propose Galtier? Tu as vu l'effectif qu'il y avait? Tu as vu les joueurs en fait qu'il y avait? En fait, le problème, encore une fois, en fait, moi, le problème que j'ai avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, c'est que je ne comprends pas comment une équipe qui a à peu près 600 millions de budget, je crois, un truc comme ça, voire un peu plus, tu vois une différence monstrueuse entre les titulaires et les remplaçants. Franchement, quel remplaçant hier t'a fait sublimer? Tu peux même voir une différence monstrueuse entre les Titi et les remplaçants. Non, mais tu te rends compte que c'est Garbi, Warren, Zahir Emery, des jeunes de 16-17 ans qui avaient plus de personnalité sur le terrain hier que des Pablo Sarabia ou Carlos Et Soler. tous les Espagnols, le meilleur, c'est Garbi. Pour te dire à quel point, formé au club. Donc pour te dire à quel point, même Bichambeau avait montré plus de personnalité malgré le but contre son camp. Donc ce qui est Même quand même sur son inquiétant, côté ce gauche, qui est ça quand avait même été plus inquiétant, intéressant. c'est de se dire que si ce sont des jeunes comme ça qui ont plus de personnalité que tes titulaires, voire même tes remplaçants, mais c'est quoi la question qu'il faut se poser? Est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer les jeunes dès maintenant plutôt que de continuer à vouloir prendre des joueurs qui sont peut-être bons ou moyens, qui peuvent peut-être renforcer un effectif, mais qui ne sont pas forcément titulaires et qui ont peu de chances de se montrer, qui ne seront pas efficaces devant. Ça, c'est un problème. Toi, Imran, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qu'on voit cette saison du Paris Saint-Germain depuis le match, on va dire, qui a fait le point de bascule face à Monaco? Il y a un énorme tournant pour moi dans le PSG, c'est Monaco. Parce qu'encore une fois, Monaco, ça a démontré les limites du PSG, notamment dans la construction du jeu, mais aussi et surtout, encore une fois, on en revient au même point, la transition défensive. Chaque perte de ballon du PSG, ça tourne à la catastrophe. Parce que t'en as qui pressent, t'en as qui remontent, t'as un Marquinhos qui délaisse complètement sa zone centrale pour aller à la rencontre des attaquants. Et forcément, les attaquants, ils ont étudié ça, donc ils savent comment l'éliminer. Donc forcément, tu as un PSG qui est très très déséquilibré et tu as ce sentiment-là qu'à chaque fois que le PSG est en transition défensive, tu as des trous énormes et tu peux facilement en profiter. Je pense que le PSG, c'est une des équipes en 2022-2023 la plus facile à contrer. Monaco l'a fait, Lens l'a fait avec le but magnifique de Luis Openda où il envoie Marquinhos Benfica aussi l'a fait en Ligue des à Champions. Calais, Benfica l'a fait en Ligue des Champions et On même l'a fait. Maccabi Haïfa au Parc des Princes l'a fait parce que il me semble que c'est le deuxième but qui marque ou le premier. Non, premier, même à l'aller, ils ont été plus tranchants. Ouais, même à l'aller, Oui. ils étaient plus. Et ils à étaient l'aller plus- aussi. Ils ont marqué en premier en plus. Et Erwin a dit quelque chose de très intéressant, c'est que dans tous ces problèmes-là, il y a aussi la différence monstrueuse entre les titulaires et les remplaçants. En fait, le PSG, tu as des points forts, mais à une blessure près, tes points forts deviennent tes points faibles. Et là, c'est extrêmement compliqué. Sans Nuno Mendes dans le côté gauche, tu as Bernat. Et Bernat, c'est tout de suite 2-3 crans en dessous de Nuno Mendes. Donc, tu as une animation de couloir qui est forcément moins bonne. Et tu as un Juan Bernat qui est capable de se faire éliminer par n'importe quel ailier, sachant jouer avec ses qualités d'ailier. Ensuite, le milieu de terrain, à une blessure près de Marco Verratti, voire même de Vitinha, même si Vitinha c'est discutable, tu te retrouves avec Fabian Ruiz, avec Carlos Soler. Fabian Ruiz, milieu très technique, mais il prend 10 ans à faire une passe vers l'avant. Fabian Ruiz, Mbappé, il pourrait faire un appel. Fabian Ruiz va faire 5-6 touches de balle. Mbappé, il va bien être en jeu et Fabian Ruiz va lui passer le ballon. Forcément, la passe sera magnifique, mais le joueur sera hors jeu. Fabian Ruiz, il a des retards de timing absolument incroyables. Et enfin, en attaque, quand tu as Carlos Soler qui te fait des appels centrales au lieu d'écarter quand Neymar il a le ballon, j'ai encore en tête son action contre la Juve, c'est absolument catastrophique. Tu te retrouves avec une attaque complètement déséquilibrée. Et quand tu dois faire une transition, une reconstruction
reconversion défensive, parce que forcément Neymar va perdre le ballon parce que Soler ne sait pas faire d'appel, derrière tu auras le côté de Soler qui sera complètement libre. Et enfin, en attaque, si Mbappé se blesse, personne pour faire des appels, personne pour provoquer du mouvement. Et Ekitike, il est bon, il a peut-être du potentiel, mais sur ses qualités, pour l'instant, qu'il montre dans le système du PSG avec Neymar Messi, ça reste perfectible. Il doit s'adapter, bien sûr. Mais c'est ça, en fait. Mais en fait, moi aussi, le gros problème aussi, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est que on dit, oui, c'est bien, ils ont un bon trio, mais si Neymar, Mbappé, ça marque, ça fait des passes décisives, mais le problème, c'est que le PSG est beaucoup trop dépendant d'eux. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends un match, ça peut arriver, un match, Messi pas performant, Mbappé n'est pas performant, Neymar n'est pas performant. Qui marque? Personne. Qui fait des appels? Qui va faire la différence dans le jeu? Personne. Qui va tirer de loin? Super, mais celui qui va faire la différence, c'est ton latéral. Donc au bout d'un moment, pose-toi des questions. Parce que, par exemple, si tu parlais notamment du match contre Châteauroux, mais juste le match de Sarabia, si j'en parle, je finis en tôle. Franchement, il est tellement pas en confiance, il est pas au niveau, non, mais clairement. Il y a ça, mais t'as beaucoup de trucs à prendre en compte. Même déjà ses 2 dernières entrées, son entrée contre Strasbourg, je vais même pas en parler, manque d'envie totale au Parc des Princes. Face à Lens. Alors Lens, la tête qui rate la semaine dernière. Franchement, tu peux pas rater ça, c'est pas possible. Que Brice Samba soit un monstre, et cette saison, pourquoi pas. Mais là, non. Mais la tête à bout portant comme ça, à même pas 2 mètres de la ligne de but, comment tu peux rater ça? À ce moment-là, tu marques le but, le PSG revient à 3-2. On ne sait pas, pourquoi pas. Et là, tu vois encore, mais c'est même pas une question de manque de confiance, c'est un manque d'attitude, clairement, sur le terrain. Là, hier, tu avais l'occasion de te relancer contre une équipe de national, et t'es même pas capable de faire un match correct. C'est Garbi qui t'a montré l'exemple de faire un match. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter ce truc. En plus. Garbi, quand il faut jouer vers l'avant, il n'hésite pas. Mais justement, et c'est ça le problème, c'est que ça soit un jeune de 16-17 ans qui a plus de personnalité. Que pour lui, la pression était positive, que ça ne lui posait pas de problème sur ce genre de match-là. On l'a vu, Garbi, déjà, il était passeur décisif pour Ekitike. Warren Zemrimri était franchement très à son aise, une vision de jeu très intéressante. Mais les Espagnols, c'est plus possible. Carlos Soler n'est pas au niveau. Pablo Sarabia n'est pas au niveau. On est très très loin de sa saison avec le Sporting où il était à une 20aine de buts et de passes décisives toutes aux compétitions confondues. On est au mercato hivernal. Luis Campos nous a proposé un mercato. Là, on peut en parler. Voilà, c'est fini. Là, il y a 6 mois, on peut en parler. On peut poser les termes. Le mercato de Luis Campos, il est catastrophique. Je suis désolé, mais c'est une honte de proposer un tel mercato quand tu prétends aller remporter la Ligue des Champions. Et moi, Imran, quand je vois ton mercato de Chelsea, alors certes, Thomas Tuchel n'est plus là, mais ça, il y avait de la cohérence. Vous allez chercher Koulibaly, vous avez Thiago Silva, vous avez Wesley Fofana. Donc Wesley Fofana, un jeune, va être entouré par 2 top d'essais mondiaux. Vous allez chercher des attaquants. Alors certes, Lukaku, ça n'a pas marché, mais au moins, c'était dénoué de bonnes intentions parce que vous aviez besoin d'un neuf après avoir remporté la Ligue des Champions. Au final, nous, le Paris Saint-Germain, il n'y a rien qui est cohérent. Luis Campos, je veux bien que ce soit un scout, quelqu'un qui est très intelligent, qui a eu des bons profils. Jonathan David, merci. Osimhen, merci. Même si Osimhen, c'est très douteux, mais bon, n'en parlons pas. On n'est pas Lille, on n'est pas Monaco, on est le PSG et on doit se permettre d'avoir des profils monstrueux. Et moi, je suis désolé, Skriniar, c'est un très bon défenseur, il n'y a pas de souci, mais tu peux pas passer un mercato entier sur Skriniar. Quand tu sais que tu avais, par exemple, des Koulibaly qui auraient pu être... Chelsea a eu le temps de faire Fofana, Koulibaly. Le Bayern a eu le temps de faire De Ligt. Saliba a eu le temps de revenir à Arsenal. Et le Bayern a fait actuellement Daley Blind pour renforcer sa défense centrale. Et nous, on se retrouve avec... Et en plus, on va en parler juste après, là, tout à l'heure, de Ramos, parce qu'il faut qu'on en parle, ça va le prolonger lui aussi. Ça aussi, ça commence à devenir une blague. Galtier qui est en train de nous dire qu'on va faire confiance à Bichabou. Alors, je veux bien que tu veux pas faire une Pochettino à dire on va faire confiance aux jeunes, mais on va rien leur donner. Mais bon, Bichabou, il est l'âge à mon petit ref. Faut doser quand même. Pour la Ligue 1, ok. Pour la Ligue des Champions, Kimpembe, on l'a vu, il avait quand même fait une tête un petit peu très inquiétant, mais bon, Kimpembe, il est toujours blessé. Et moi, franchement, ce mercato hivernal-là, alors je veux bien que les gens me disent, oui, mais le Paris Saint-Germain doit faire attention au fair play financier. Oui, bah ok, d'accord. Liverpool est à 2 doigts de faire sauter la banque et Chelsea était à 2 doigts de le faire aussi. Donc on ne parle pas de Première Ligue. Paris doit déjà se pencher sur Skriniar parce qu'il reste 13 jours avant que l'ultimatum soit terminé. Et en plus, Steven Zhang a dit que oh, vous savez quoi, regardez, c'est la fête pour le nouvel an. Tous ceux qui ont un billet de 5, mettez-les dans la petite boîte, on va s'en servir pour le mercato hivernal. C'est dire à quel point la situation financière de ce club est catastrophique. Ils veulent lâcher pour 20 millions. Exactement, 20 millions.
Pareil, Ibra, tu parlais de profil d'attaquant. Marcus Thuram est en fin de contrat, 10 millions. Alors peut-être, ok, il peut être plus attiré par la PL, mais tu dois aller dessus. Tu dois te renseigner, tu dois aller chercher. Parce que Thuram, avec son niveau et l'expérience qu'il a acquise, en Ligue 1, ça peut faire un carnage. Et au final, moi, ce que je vois du Paris Saint-Germain, de leur mercato, de leur gestion, c'est pas au niveau. Et en plus, il faudra bientôt en reparler à Ruin. Jean-Claude Blanc est parti. Et ça, c'est quand même très inquiétant, surtout pour en plus renforcer un concurrent qui est Nice, qui a pris Ghisolfi et Jean-Claude Blanc. Donc au final, c'est plutôt inquiétant le mercato qu'on a eu. La direction qu'on prend est plutôt inquiétante avec Luis Campos, qu'il ne faut pas oublier à ses petites affaires avec le Celta Vigo, mais comme on est le PSG, c'est pas très grave. Hein. Certec, c'est la vie, il peut faire ses affaires dans d'autres clubs que le Paris Saint-Germain. Donc moi, je suis très inquiet. À voir ce qu'on va donner. Et pour la dernière chose, Ramos, on voudrait prolonger Ramos. Est-ce qu'on est en train de voir dans son dos, c'est le boulevard Hollywood? Non mais attends, on va quand même séparer les choses parce que bon, je ne défends pas Luis Campos, qu'on soit bien clair. Mais il faut pas oublier que quand on recrute Luis Campos, la première chose qu'on doit faire, c'est de faire partir tous les indésirables du club. Avec Antero. Ouais, donc déjà c'était le premier truc à faire. Et comme tu vois, alors ok, la plupart ce sont des prêts, etc. Et que certains n'ont pas fait des prêts concluants, on sait qu'ils vont revenir. Ça compte quand même. Mais le plus important à la base, c'était de faire partir ces mecs-là. Après le reste, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis que tu passes un mercato sur un seul défenseur, alors que tu en as mais des dizaines qui sont encore libres, des dizaines qui peuvent remplir des missions, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas décider d'aller sur, au pire des cas, on doit lâcher les 90 millions sur Skriniar. En fait, il a fait comme Vincent Ponceau avec Sardar Azmoun. On va faire un petit million en plus. Et au final, il est parti à Leverkusen. Ouais, mais maintenant, sauf que là, pour le coup, la Skriniar, et en plus, pour te dire que même Skriniar, on ne sait même pas s'il va prolonger ou pas. Non, parce que il y a un ultimatum. Parce qu'en fait, si l'Inter n'était pas qualifié en Ligue des Champions, mais Skriniar, il serait parti depuis longtemps. Or, l'Inter est qualifié pour les huitièmes. Qu'est-ce que tu t'attends à faire face à Porto? Donc, tu dis, c'est un adversaire. Je dis pas que ce sera facile pour l'Inter, qu'on soit bien clair. Mais il y a moyen. Tu te dis, il y a moyen de faire au moins un quart de finale, pourquoi pas avec l'Inter. Donc, forcément, je crois vraiment qu'il va se dire, attends. Actuellement, tu te dis, tu as plus de chance de faire un quart de finale avec l'Inter face à Porto ou de faire un quart de finale avec le PSG contre le Bayern? Voilà. Je pense que la question est vite répondue. Mais après, maintenant, ça va dépendre de comment ça se passait pour l'ultimatum et la prolongation. Mais après, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le mercato, il est catastrophique. Il est franchement... alors, autant Vitinha, on a vu en début de saison, il y avait quelque chose. Même si sur les quelques matchs, on voit que ça traîne un peu. Mais comme il joue dans une position à l'arrière et qui, en plus, avait beaucoup trop joué, donc du coup, peu de turnover. Et donc, du coup, il n'était pas forcément à son rythme. Parce que, bon, enchaîner tous les 3 matchs avec Paris et enchaîner tous les 3 matchs avec Porto, c'est pas pareil. Moi, je peux comprendre, moi, pour le. C'est pas pareil. Vitinha, moi, c'est pas une mauvaise chose. Fabien Ruiz, on a vu que quand même, il y avait des choses intéressantes quand même, mais on sait que mais les supporters de Naples, il avait dit qu'en fait, c'était comment ça s'appelle, que c'était irrégulier malheureusement, et que sur le côté défensif, il est très très faible. Et on l'a vu contre Lens, le but qu'on prend le 3e. C'est lui. Donc voilà, mais après le truc c'est que ok, tu veux, il y a ces profils là, pourquoi pas se mettre en situation. Mais déjà, pourquoi tu cherchais Carlos Soler? Sincèrement, moi je ne suis pas contre Carlos Soler, qu'on soit bien clair, mais tu dis, mais ça sortait d'où en fait cette prise? En plus, le pire c'est que le PSG ne sait même pas à quel poste il joue. Le problème c'est que tu veux le faire jouer où en fait? Personne ne sait, même je suis sûr que les dirigeants ne savaient même pas quel était son poste. Au final, le PSG ne fait pas les choses pour simplement faire les choses sans logique. Il recrute pour recruter. Ils font jouer les jeunes pour faire jouer les jeunes. Christophe Galtier. En fait, c'est plus entre guillemets pour le côté politique, genre en mode pour rassurer tout le monde. Pour rassurer tout le monde, pour communiquer, pour rassurer tout le monde que c'est la politique et surtout les supporters. En fait, Galtier, j'ai l'impression que c'est une marionnette. Que toutes les recrues du mercato d'été 2022, c'est des marionnettes servant simplement à donner le sourire. Un sourire éphémère. Parce que tu le vois, autant Vitinha, ça se voit que plus ou moins Galtier le voulait. Fabien Ruiz, je sais pas, mais Carlos Soler, tu vois qu'il le voulait pas. Parce que me faites pas croire 2 secondes que Galtier fait confiance à Carlos Soler. Ce qui est excellent dans ce qu'on dit sur le mercato et sur les arrivées, c'est qu'on a totalement zappé Codes, Renato Sanchez. Je pense que dire Bronabeuil en fait, mais bon. Constamment blessé. C'est peut-être la seule bonne recrue, mais ouais, au final, ça aurait peut être la bonne recrue, mais il est constamment blessé. C'est le seul qui est capable d'apporter à ce milieu de terrain.
Tu vas me le un terrain 3, Verratti en 6, Vitinha, Sanchez, tu auras à la fois Un de milieu niveau qui a de la technique, personnalité. tu auras du punch. Et surtout, avec Sanchez, contre les blocs bas, tu auras des buts de loin. Dernier mot, Ramos, prolongation, pas prolongation. It's a joke. C'est une blague. Je pense que le blanc que je viens de montrer, ça veut te dire, non? Je veux dire, après, je repense à la déclaration d'un certain Thiago Silva l'année dernière quand il disait que tu donnes une prolongation, presque 2 ans, voire plus, peut-être à Sergio Ramos, alors que Silva voulait quasiment le même salaire. Et surtout que Silva, lui, connaissait clairement le club. Et qu'il est au niveau à 38 ans. On l'a encore vu contre Manchester City. Leonardo a du sang sur les mains. Mais bon, on va pas rappeler que Leonardo a voulu quand même prolonger Thiago Silva, alors que celui-ci a donné son accord avec Chelsea un mois plus tôt. Mais bon. Mais on va pouvoir maintenant passer à la lueur des sports du Paris Saint-Germain, le BAP. Kylian Mbappé,